Je vais vous parler de Malraux et de Trotsky. Trotsky n'a pas seulement été je dirais un révolutionnaire, un exilé assassiné au Mexique, un doctrinaire dont se réclament aujourd'hui encore en France des groupes militants. Il aimait la littérature, et notamment la littérature française, sur laquelle il a écrit. Donc, au fond, je vais juste faire un premier point sur Trotsky, lecteur des Conquérants, parce que ça a été une de ses lectures, et de là est parti un dialogue, des actions, etc. Alors, Trotsky a lu les Conquérants que Malraux a publié en 1928. Il a été très intéressé par ce livre, et au point qu'il a publié dans la NRF un article intitulé « La Révolution étranglée ». Et à la parution de ce roman, je précise aussi pour que vous voyez les différences, disons, de génération des deux hommes, à la parution du roman, donc en 1928, Malraux a 27 ans, Trotsky en a 49, il est auréolé, je dirais, entre autres, de son statut de chef de l'armée rouge, d'opposant à Staline, etc. Et bon, de son côté, Malraux a défrayé la chronique en décellant quelques pièces du temple de Bantasré. Il a créé à Saïgon des journaux favorables aux droits des Anamites. Il a publié dès l'âge de 20 ans des écrits farfelus. Et vous pouvez trouver sur la table un numéro de Présent d'André Malraux consacré aux farfelus. Et il a fait aussi paraître en 1926 La Tentation de l'Occident, roman par lettres dans lequel il compare, enfin il oppose ou il compare les civilisations occidentales et orientales. Donc s'il n'est pas un inconnu, bien sûr, en termes d'action, il n'a pas tout à fait, je dirais, la même stature que celui qu'on appelle le vieux, quoi. Voilà. Et mais disons qu'il y a une relation déjà, en ce sens que Malraux est attaché donc à ce révolutionnaire, à la personnalité de Trotsky, au point que quand il est déporté à Alma-Ata sur ordre de Staline, eh bien Malraux prévoit donc en 1929 un plan d'expédition au Kazakhstan pour le délivrer. Alors, il ne s'agissait pas d'un simple rêve de gosse. Malraux avait beaucoup travaillé sur ce projet. Il voulait créer une association pour réunir les fonds nécessaires. Et c'est Gaston Gallimard qui l'a dissuadé de mener jusqu'au bout cette entreprise un peu folle. Mais c'est vrai qu'à Malraux, très jeune, je veux dire qu'il n'avait pas hésité à déceler les sculptures dans le corps, rien ne semblait impossible. Et en juin 1940, avant de partir pour le sud de la France, Gaston Gallimard a brûlé le document établi par Malraux. Alors donc, ce qu'il faut dire tout de suite, c'est que Trotsky est impressionné par le livre Les Conquérants, qu'il lit avec un retard, comme il dit, de 18 mois ou 2 ans, et il donne à la NRF ce long papier qui est daté du 9 février 1931 et qui sera repris plus tard dans La Révolution étranglée, le livre de Trotsky. Et ce qui paraît aujourd'hui assez étonnant, c'est cette discussion quasiment d'égal à égal de Trotsky avec un jeune écrivain qui n'a pas encore eu le Goncourt. Malraux obtiendra le Goncourt pour la condition humaine en 1933. Et le vieux, comme on dit, va discuter longuement dans son article des moments du livre, des personnages, des affrontements. Il prend tout au sérieux dans cette, je cite Trotsky, chronique romanesque de la Révolution chinoise, dans sa première période, celle de Canton, et il ne ménage pas ses compliments. Alors je cite toujours Trotsky, « Un style dense et beau, l'œil précis d'un artiste, l'observation originale et hardie, tout confère au roman une importance exceptionnelle. » Et la dernière ligne signale un roman remarquable. Mais, parce qu'il y a des mais, alors je cite encore Trotsky, « Il manque au livre
une affinité naturelle entre l'écrivain, malgré tout ce qu'il sait et comprend, et son héroïne, la Révolution. Et puis, je cite encore, les sympathies, d'ailleurs actives, de l'auteur pour la Chine insurgée sont indiscutables, mais elles sont corrodées par les outrances de l'individualisme et du caprice esthétique. Dans le roman, il est des pages, belles par leur intensité, qui montrent comment la haine révolutionnaire naît du joug, de l'ignorance, de l'esclavage et se trempe dans l'acier. Ces pages auraient pu entrer dans l'anthologie de la Révolution si Malraux avait abordé les masses populaires avec plus de liberté et de hardiesse, s'il n'avait pas introduit dans son étude une petite note de supériorité blasée, semblant s'excuser de sa liaison passagère avec l'insurrection du peuple chinois. Trotsky avait du style, hein, et il termine par « Une bonne inoculation de marxisme aurait pu préserver l'auteur de fatales méprises de cet ordre. » Voilà. Bon. Donc, enfin, il concède quand même que si l'enquête de Malraux n'est pas exacte, ça montre comment la politique opportuniste de Staline, disons Borodine, a préparé le terrain au terrorisme anarchiste en Chine. Voilà. Donc, voilà, ça c'est, disons, le premier flash. Mais, deuxième point, de son côté, Malraux n'est pas en reste. C'est-à-dire qu'il va répondre à Trotsky d'égal à égal, comme déjà mentionné, hein, pas le moins du monde, je dirais, intimidé, sans la moindre, je dirais, révérence pour un homme qui lui a fait quand même l'honneur de le sermonner, parce qu'à l'époque, Trotsky, c'est quand même pas n'importe qui. Et donc, Malraux réplique, il écrit « Je crains qu'ils ne connaissent pas les conditions d'une création artistique. Les révolutions ne se font pas toutes seules, mais les romans non plus. » Voilà. Et il enchaîne, c'est dans la NRF, hein, 1er avril 1931, il enchaîne « Puisque Trotsky reconnaît à mes personnages la valeur de symboles sociaux, nous pouvons discuter maintenant de l'essentiel. » C'est un peu sur le mode, oui, maintenant, parlons d'égal à égal. Hein. Alors, 2 ans plus tard, Malraux publie La condition humaine, et Trotsky, qui a été exilé, est alors en France. Il est à Saint-Palais, près de Royan. Et Malraux lui demande un rendez-vous que Trotsky lui accorde bien volontiers. Et donc, Malraux va visiter Trotsky à Saint-Palais, à Saint-Palais, les 26 et 27 juillet 1933. Il passe 2 jours quasiment avec lui. Et Malraux publie le récit de cette entrevue dans Marianne, le média de l'époque, 9 mois plus tard, alors que Trotsky vient d'être expulsé de France par le gouvernement Doumergue après le 6 février 1934. Alors, ça nous vaut de belles pages dans Marianne du 25 avril 1934. Et donc, Malraux décrit d'abord physiquement Trotsky et ajoute, alors je vous lis, « Les hommes supérieurs ont presque tous en commun, quelle que soit la maladresse de certains à s'exprimer, cette densité, ce centre mystérieux de l'esprit qui semble venir de la doctrine et qui la dépasse de toutes parts, et que donne l'habitude de considérer la pensée comme chose à conquérir et non à répéter. » Alors, le premier jour, il parle de l'art communiste, du cinéma, de la religion, de l'individualisme. Le lendemain, vient le tour de la campagne de Pologne, de l'armée rouge, des Américains. Et le soir, il se promène dans le jardin et Malraux écrit « Il me parla du Lénine auquel il allait travailler, un ouvrage de l'importance de ma vie, qu'il n'aime pas, où il reprendrait tous les thèmes de philosophie et de tactique sur lesquels il ne s'est pas encore expliqué. » Alors, ils évoquent aussi les chats, puisque tous les deux affectionnent les chats. Alors, après avoir relaté leur dialogue, Malraux, qui vient de voir un documentaire sur les fêtes à Moscou, s'adresse à Trotsky pour lui signaler que dans le public, beaucoup, écrit-il, pensaient à vous, car, ajoute-t-il, cette multitude qui vous tait, vous l'habitez comme un remords. Contre le gouvernement qui vous chasse, tous sont avec vous. Vous êtes de ces proscrits dont on ne parvient pas à faire des émigrés. Alors il reproche notamment au gouvernement d'expulser Trotsky
en l'accablant de reproches, puisque c'est ce qui a été fait, et notamment, il lui a été reproché, disons, de ne pas avoir respecté son engagement de neutralité. Bon. Et il dit encore, l'individualiste et pessimiste s'élève en fin de compte au-dessus de l'individualisme et du pessimisme. Aux États-Unis, le roman de Malraux doit trouver, me semble-t-il, de nouveaux lecteurs. Alors, cette atmosphère, disons, au beau fixe, ou pas loin, ne durera pas, car peu après éclate la guerre civile espagnole, et qui voit Malraux s'engager donc aux côtés des républicains. Et donc ce qui l'amène à ne pas rompre avec ceux qu'on appelle les staliniens, parce que justement ils aident les républicains, mais évidemment que ces staliniens qui liquident allègrement les trotskistes, les anarchistes, etc., ça ne peut pas convenir, bien sûr, à Trotsky. Alors, on va passer, pour terminer, à quelques décennies plus tard. Alors, en 1971, André Malraux s'entretient avec Jean Vilar pour le magazine littéraire. Et concernant Trotsky, lui, à propos donc de cette guerre d'Espagne, il précise, alors je cite Malraux là, « Là, nous nous sommes trouvés absolument en conflit, bien que le conflit provint plus de sa part que de la mienne, parce que je garde même à ce moment-là le souvenir de ce qu'il avait eu de grand et de ce qu'il avait encore. » Et il déclare aussi, « Il donnait l'impression éclatante du génie. Devant lui, on était sûr d'être devant un très grand esprit. » Alors, l'histoire ne s'arrête pas là. Épisode supplémentaire. Lors du deuxième procès de Moscou, donc en 1937, Trotsky avait été accusé d'avoir rencontré à Paris en juillet 1933 un journaliste russe et de lui avoir donné des instructions en vue d'un sabotage en URSS. Bon. Et Trotsky rétorque qu'à cette date-là, il était à Royan, où il avait reçu André Malraux. Et d'après Jean Lacouture, parce que Jean Lacouture avait sorti en 1973 un gros livre qui s'appelait André Malraux, une vie dans le siècle, et donc un gros livre dans lequel il disait que, enfin il écrivait que d'après lui, Malraux se serait abstenu de confirmer l'alibi de Trotsky. Et bon, quand j'avais lu ça, puisque moi j'avais fait ma thèse sur André Malraux et le gaullisme, donc évidemment, dès que quelque chose paraissait, je me jetais dessus. Et j'ai été quand même très intrigué, parce que je trouvais que c'était quand même bizarre, voilà, que Malraux ait pu, disons, s'abstenir de confirmer la visite de Trotsky, enfin qu'il avait faite à Trotsky en 1933 à Royan. Alors, comme j'allais le voir à Verrières-le-Buisson, où il s'était retiré d'abord avec Louise de Villemorin, et ensuite après la mort de Louise, il était resté là-bas avec la nièce de Louise, Sophie de Villemorin, qui a été sa dernière compagne jusqu'à sa mort. Alors moi j'allais le voir là-bas, et donc je lui ai posé la question, et je lui ai dit, mais pourquoi, moi, naïvement, comme ça, je lui ai dit, mais pourquoi ce refus de témoigner? Alors Malraux, il se trouve, il ne lisait jamais les ouvrages qui le concernaient. Donc il n'avait pas lu Lacouture, et donc il montre, quand je lui dis ça, le plus grand étonnement, et il m'assure que ni Trotsky, ni aucun de ses amis ne lui avait jamais demandé la moindre déposition. Et il ajoute, enfin, ce qui est le plus important d'ailleurs, c'est compte tenu de ce que Trotsky représentait pour lui, il me dit, mais dans ces années, compte tenu de ce que Trotsky représentait pour moi dans ces années-là, s'il avait fallu, mais j'aurais même fait un faux témoignage. Bon, ce qui n'est pas surprenant parce que c'est quelque chose. La relation de Malraux à la vérité, ça a toujours été un peu fluctuant, disons. Hein. Voilà. Donc, il aurait produit un faux témoignage en sa faveur si on lui avait demandé. Et il était d'ailleurs
tellement surpris par l'affirmation de la couture qu'il avait pris à témoin Sophie de Villemorin qui nous rejoignait dans le salon bleu sur le mode. Vous vous rendez compte de ce qu'on raconte? Bon, là, ça l'avait vraiment, vraiment stupéfié. Voilà. Donc, je terminerai sur cette interrogation. Cruelle incertitude. Nous avons pour beaucoup en tout cas de moments, de la vie de Malraux et de tout ce qu'il a pu dire et écrire avec le génie que Trotsky lui reconnaissait, puis qu'on est peut-être un certain nombre à lui reconnaître aussi, mais en tout cas c'est quelque chose évidemment qui sera sans doute jamais totalement élucidé. Voilà. Enfin, je le soumets à votre sagacité oui, je voulais peut-être ajouter pour l'image là, parce que les gens qui sont arrivés en retard, ils ont. Tu veux reprojeter, c'est ça? Non, je vais pas le reprojeter, mais s'il y a des personnes qui ont envie, vous me le direz, on essaiera de le faire ou en début d'après-midi, enfin on verra. Hein, d'accord. Voilà. Merci.